Bon, on va reprendre, il est 14h05. On reprend donc en visio et en direct ceux qui sont sur place. Et donc, après les deux présentations de la matinée sur la jeunesse de Marcou, sur Marcou, l'homme des cartes, euh, un autre aspect de Marcou, on a modifié un petit peu le programme pour pouvoir avoir la communication avec une heure pas trop décalée avec Harvard, donc à 15 heures. Et c'est Philippe qui reprend dès 14 heures pour un aspect de Marcou qu'on nous a déjà un petit peu évoqué. On a senti que ce n'est pas un homme facile avec tout le monde. Et donc, Philippe, toi la parole. Ah ben, merci Pierre. Oui, alors bon, ce matin, on a vu un Marcou plutôt en Amérique. Après, on s'est baladé dans le monde entier. Là, on va avoir un Marcou plutôt, on va dire, hexagonal. Et voilà, donc on va rester en France et on s'intéresser surtout aux publications françaises ou aux tranches de vie de Marcou qui se sont passées en France. Diapo suivant. Voilà, alors j'ai intitulé ma communication Marcou électron libre. Et je repars de la définition que donne, je crois que c'est de Larousse, enfin, le dictionnaire. Électron libre, au sens figuré, personne qui, par son indépendance d'esprit et sa liberté de parole, se démarque du groupe auquel elle appartient. Alors, je pense que Marco répond parfaitement à cette définition quand on se réfère au groupe que sont les géologues. Parce que son indépendance d'esprit, elle est soulignée par tous ses biographes, enfin, ces quelques biographes, il n'y en a pas eu tant que ça. Elle transparaît dès la lecture de ses écrits à travers. Et moi, pour citer une expérience personnelle, j'ai découvert Marcou un peu par hasard, il y a déjà longtemps, quand je travaillais sur l'histoire de la stratigraphie, où je suis tombé sur un article d'un dénommé Marcou qui s'intitulait Sur les équations nationales et personnelles dans les classifications stratigraphiques. Donc c'est un titre qui déjà permet de bien cerner le personnage, ça m'avait interpellé, et j'avais voulu en savoir plus sur ce Marcou, et je voulais avoir une biographie. Alors à l'époque, hein, c'était il y a 40 ans, on n'est pas trouvé, sauf que le général Jourdi, dans son discours, dans son allocution présidentielle à la Société géologique, avait fait une allocution centrée sur Jules Marcou. Et donc, j'ai trouvé une biographie, alors qui n'est absolument pas connue, qui est passée sous tous les radars, parce qu'elle n'est pas intitulée Biographie de Marcou, c'est une adresse présidentielle. Et dans cette adresse présidentielle, il y a énormément de petits détails croustillants, notamment, et même pratiquement exclusivement, sur la phase française de la vie de Marcou. Donc, je me suis appuyé sur les textes de Marcou et sur cette biographie. Voilà, diapo suivante. Voilà, alors j'ai récapitulé sur ce tableau les étapes de la vie de Marcou en distinguant, alors ça ne se voit pas forcément très bien, les phases où il est en Amérique et les phases où il est en France, pour bien cerner les moments auxquels nous allons nous intéresser. Alors Marcou commence sa carrière en France, elle est évoquée ce matin. Il fait un premier voyage en Amérique, essentiellement en tant que naturaliste voyageur. Il travaille pour le muséum, c'est là qu'il se marie. Et puis après, il va faire un certain nombre d'allers-retours en France. Il fait un deuxième voyage en Amérique, retour en France, troisième voyage en Amérique, ensuite retour en France. Et là, il va prendre un poste à l'Université de Lausanne, professeur de paléontologie et de géologie. Et il va écrire à ce moment-là un ouvrage, Les Lettres sur le Jura. Donc, ce deuxième grand publication, ce sont ses lettres après le mémoire qu'il avait publié au début de sa vie. Après, il repart en Amérique, il revient en France, et là, on va dire, c'est en quelque sorte son grand œuvre. Il va publier un ouvrage qu'il a rendu célèbre, De la science en France. Donc, on va s'intéresser à cet ouvrage. Et après, il va repartir en Amérique, il fera encore un aller-retour, et après, il va rester en Amérique. Donc voilà repérer les différents points sur lesquels nous allons nous appesantir, en commençant par le début. Alors, diapo suivante. Voilà, première publication de Marcou, lorsqu'il est encore tout jeune, elle est évoquée ce matin, sur le Jura salinois. Voilà. Alors, c'est un mémoire qui paraît en 1848 dans les mémoires de la Société géologique. Marco a été reçu à la Société géologique où il avait été parrainé par Dorbigny. Et dans ce mémoire, on trouve des cartes avec des coupes et une description extrêmement précise et minutieuse de tous les niveaux jurassiques qu'il a trouvés dans la région de Salins. Diapo suivante.
Alors, il avait été aidé en cela, dans son travail, par Thurman, qui est évoqué également ce matin. Thurman, c'est le grand géologue suisse. Quand Marcou s'installe après des études plus ou moins avortées à Paris, Thurman vient lui rendre visite à Salins, et puis après, Marcou ira lui rendre visite, et c'est là qu'il fera la connaissance d'Agassiz. Et Thurman va encourager Marcou à publier ses travaux, dont l'article dont je vous ai parlé. Bon, c'est le grand travail de Thurman que je vous ai mis à côté, qui est paru un petit peu plus tard. Alors, diapo suivante. Ce qui est intéressant dans ce travail de Marcou, c'est qu'il fait un tableau récapitulatif à la fin de toutes ses observations, tous les niveaux. Et alors, diapo suivante, voilà. Dans cette classification, et c'est là qu'apparaît déjà l'esprit d'indépendance, l'initiative de Marcou, il a repris la classification de Thurman, mais il a injecté des nouveaux termes stratigraphiques. Donc, les trois termes qui sont soulignés ici. Donc, il a augmenté, si vous voulez, le découpage du Jurassique supérieur par rapport à ce qu'avait fait proposer Thurman. Alors, les noms qu'il propose ne sont pas au hasard. Vous avez ici le Vésulien, les marques vésuliennes, en référence à Vesoul, l'Argovien, en référence à l'Argovie, canton de Suisse, et puis en haut le Séquanien, que Thurman avait plus ou moins proposé avant, mais pas de façon nette, en référence à la Franche-Comté. Donc ça traduit déjà un certain esprit d'indépendance, il n'est pas suiviste simplement, et plus tard, dans ses lettres sur le Jura, il reviendra sur ce mémoire en disant que s'il a introduit ces termes, c'est qu'il y avait de bonnes raisons, et qu'ayant de bonnes raisons, il n'y avait pas de... il fallait qu'il le fasse. Et notamment, il va parler de l'Argovien en disant l'Argovien a tout pour créer, pour être un nouveau niveau de repère dans la classification. Alors, diapo suivante. Alors, effectivement, si on prend, par exemple, la classification actuelle, diapo suivante, on voit que l'Argovien est toujours là. C'est-à-dire que la proposition qu'a fait Marcou était parfaitement justifiée, parfaitement pertinente. Donc voilà, c'est déjà un Marcou qui est déjà sûr de lui du haut de ses 24 ans. Diapo suivante. Voilà, donc ça, c'est le premier travail de Marcou. Alors après, aller-retour plusieurs fois entre l'Amérique et la France. Et quand il revient ensuite, voilà, cette diapo-là, il va être nommé à Lausanne comme professeur de paléontologie et de géologie. Et il va mettre à profit ce 2 années où il enseigne, parce qu'après, il va démissionner pour raison de santé, pour élargir les connaissances sur le Jura qu'il a eu en faisant son travail sur les environs de Salins, en l'étendant à l'ensemble du monde. Donc, on voit déjà un souci qui, évidemment, se manifestera encore plus dans sa carte du monde, de corréler et d'étendre ce qu'il a vu à l'ensemble des formations émergées de la Terre. Voilà, donc ça va donner ces lettres sur le Jura, lettres sur les roches du Jura et leur distribution dans les deux hémisphères. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, volontairement ou pas, je ne sais pas, c'est une réminiscence d'un titre que Humboldt avait donné à son ouvrage Géologie des roches, des gisements de roches dans les deux hémisphères. Donc, il a une démarche un peu du même genre, mais beaucoup moins ambitieuse, parce que lui, c'est pas les roches en général, c'est le Jura. Alors, quand ce livre va paraître, Jourdi nous dit, la bibliographie dont je vous parlais, que ça a créé un tollé et que Marcou a acquis, avec cette publication, la réputation de quelqu'un d'assez intransigeant et d'assez acerbe. Alors, la preuve, diapo suivante, si on regarde l'exemplaire qui est conservé ici dans la bibliothèque, donc l'exemplaire des roches du Jura, on voit en haut, écrit de la main de Marcou, à la Société géologique de France, donc c'est le don qu'il fait, deuxième exemplaire que je dépose, le premier ayant disparu. Donc, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour savoir pourquoi l'exemplaire a disparu. C'est parce que dans cet exemplaire, dans cet ouvrage, il éreinte un certain nombre de géologues, et en particulier un certain nombre de ses compatriotes. Donc moi, je m'intéresserai exclusivement aux géologues français. Alors, parmi les géologues qu'il étrie, en premier lieu, enfin, parmi les géologues dont il parle plutôt, il y a d'abord Alcide d'Orbigny. Alcide d'Orbigny, professeur de paléontologie au Muséum, qui était en train de publier son grand ouvrage, Paléontologie française.
Et Marcoux a un jugement alors mitigé. Il trouve que cet ouvrage est un ouvrage de grande ampleur. Il dit c'est à peu près du même niveau, de même importance en géologie que le mémoire de Cuvier et Brognard sur les environs de géologie de Paris. Et il cite un certain nombre d'autres exemples, mais il dit pas exempt de défauts. Et bon, il signale quelques défauts en disant si je le fais, c'est uniquement par amitié pour Dorbigny, parce que c'est quelqu'un que j'admire. Donc, mais c'est pas encore très, très méchant. Alors, en revanche, celui qui va absolument éreinter, c'est le suivant, Adolphe d'Archiac. Et il va le dire d'ailleurs dès l'introduction, car en fait, cet ouvrage est un recueil de lettres qu'il avait envoyé à un correspondant allemand, Oppel, dès l'introduction, donc il met en tête une introduction. Il dit l'ouvrage dont je parle le plus, et la personne que j'ai le plus éreinté en a conscience, c'est d'Archiac. Alors, l'ouvrage en question, c'est l'histoire des progrès de la géologie. Alors, en effet, bon, il chasse un peu sur les mêmes terres, dans la mesure où Darchiac faisait déjà une extension de ce qu'on pouvait observer en France à l'échelle du globe, et en particulier donc le Jurassique. Euh, donc, il le dit dès l'introduction, en disant, bon, c'est une œuvre de grande ampleur, remarquable, mais alors qui fourmille d'erreurs dans le détail. Alors, parmi les méchancetés, on va dire, il dit sur Darchiac, je ne peux pas. J'ai un problème de vision, je ne vois pas trop bien, donc je ne sais pas si je vais pouvoir lire les. Il dit notamment d'Archiac que bon, c'est un géologue des plaines. Tant qu'on est dans le bassin, on est bassin de Paris, il s'en tire à peu près, ce qu'il décrit, c'est correct. Mais dès qu'il s'en éloigne, alors c'est n'importe quoi. Il dit ben, d'Archiac, c'est un peu comme ces plantes du bord de mer qui n'arrivent pas à pousser en altitude. D'Archiac est incapable de décrire les montagnes. Plus loin, il dira encore de façon encore plus incisive et ramassée euh, d'Archiac est à l'aise tant qu'il voit encore les tours de Notre-Dame ou la coupelle de la cathédrale de Londres, mais dès qu'il perd de vue ses deux points de repère, il n'a plus de boussole et les influences magnétiques vont le porter à la côte contre laquelle il va s'échouer. Donc non seulement il le critique, mais on va dire, il a quand même pas mal d'esprit. Voilà, donc Darchiac en prend pour son grade. Alors, autre personne qui en prend pour son grade, c'est Edmond Hébert. Alors, Edmond Hébert, c'est grand maître de l'université. C'est lui qui fait et défait les carrières des géologues à la Sorbonne. Il est en même temps, au moins un temps, directeur de l'école normale supérieure. Et c'est devenu un peu, au fil du temps, la bête noire de Marcoux. Alors, dans une des lettres qu'il adresse à son correspondant, il écrit, son correspondant lui cite un passage de Hébert dans lequel Hébert décrit une espèce d'enfoncement des couches du bassin de Paris sous leur poids. C'est-à-dire que c'est une interprétation abusive et fausse, c'est-à-dire de la subsidence. Et Oppel lui demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Marco lui répond, j'en ai aucune idée, c'est absolument incompréhensible. Mais peut-être que, alors il raconte une anecdote à ce moment-là, il dit que Hébert dirigeait les travaux de construction de l'école normale supérieure, qui est 45 rue d'Ulm. Il dit, ben, quand on a construit cette école, on a constaté qu'au fur et à mesure que les murs s'élevaient, ils s'enfonçaient dans le sol. Tout simplement parce qu'on est construit sur des catacombes. Alors peut-être que c'est ça le modèle qui a inspiré M. Hébert et que les catacombes, les polypiers des catacombes n'ont pas supporté le poids, non pas de ce qu'apportent les ouvriers, mais le poids des ammonites, des griffes, etc., qui sédimentaient au fond. Voilà donc le genre de méchanceté, de trait d'esprit que euh, Marcoux développait. Voilà, donc ça c'est déjà, comment dire, première idée de l'esprit caustique et incisif de Marcoux. Alors après, Marcoux repart en Amérique, et il revient en France, et là c'est la période faste, disons pour nous, de Marcoux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est entre 64, euh, voilà c'est ça, oui c'est ça. Il revient, alors il revient normalement pour l'instruction de ses enfants.
Dans sa biographie, Durand Delgado, on a très peu de renseignements sur sa vie personnelle à cette époque. Mais il se trouve justement que la biographie de Jourdi, qui lui vivait à cette époque-là, qui a assisté à un certain nombre de choses, comble un peu cette lacune. Alors, Jourdi nous dit que lorsqu'il est revenu en France, Marco d'abord s'est installé boulevard Saint-Michel, juste en face de l'école des mines. Peut-être un indice. Et il dit pourquoi il a fait? Ben parce que ça lui permettait de rencontrer, la diapo suivante, facilement, un géologue, Bayle, Claude Émile Bayle. Alors, Bayle, une carrière qui commence de façon prestigieuse, école polytechnique, école des mines, et après il ne quittera plus l'école des mines parce qu'il va être attaché aux collections de paléontologie de l'école des mines. Donc il va faire une carrière de paléontologue. À un moment donné, on lui propose de rédiger le 4e volume de l'explication de la carte géologique de France, et il décline l'offre. Il préfère se consacrer à la paléontologie, à ses collections, et d'ailleurs, il deviendra le premier professeur officiel de paléontologie à l'école des mines. Jourdi nous dit dans ses biographies que Marco recherchait la compagnie de cette personne qu'il jugeait comme étant la seule à sa hauteur, parce que Bayle avait un esprit caustique absolument incisif, et je pense que les deux devaient s'entendre comme l'arbre en foire. D'ailleurs, la carrière de Bayle permet de le penser. Si Bayle a refusé de rédiger le 4e volume, c'est parce qu'il ne devait pas trop bien se sentir à l'aise avec Élie de Beaumont. Et s'il s'est consacré aux collections paléontologiques, c'est parce que la paléontologie n'était pas vraiment en odeur de sainteté à l'école des mines. Il faut savoir que c'est lui le premier professeur et qu'auparavant, il n'y avait pas de cours de paléontologie. C'était quelque sorte une tradition à l'école des mines. Les cours de géologie avaient été inaugurés par Brochant de Villiers, qui lui-même avait été élève de Werner. Et il n'y avait aucune place pour les fossiles dans ces cours de géologie. Bon, Werner ne pouvait pas trop en accorder parce que Werner avait travaillé dans le Paléozoïque, où il y a très peu de fossiles. Donc pour lui, ce n'était pas un critère important. Donc il avait développé une géognosie, une description purement géométrique, sans avoir recours aux fossiles. Et la tradition s'était maintenue à l'école des mines, y compris et surtout à l'époque d'Élie de Beaumont. Donc voilà, donc c'est un peu, de ce point de vue-là, une espèce de marginal ou de quelqu'un qui bifurque d'une voie classique. Donc ça ne devait pas être pour déplaire à Marcoux. Euh, alors dans sa biographie de Jourdi, on apprend aussi que Marcoux faisait tout, une fois par semaine, une réunion dans son appartement, boulevard Saint-Michel. Jourdi appelait ça le Cénacle, boulevard Saint-Michel, où il réunissait d'autres personnalités un peu de, du même tonneau, si je puis dire. Donc il y avait notamment Charles Schlumberger. Alors Charles Schlumberger, carrière qui commence un peu comme celle de Bayle, c'est-à-dire école des mines. Et puis après, bon, ben, il va bifurquer et il va se lancer dans la paléontologie. Il va se spécialiser plus spécialement dans les foraminifères. Alors, sa nécrologie existe au bulletin de la Société géologique. Et celui qui rédige sa nécrologie dit c'est quelqu'un qui avait énormément d'humour dans toutes ses communications. Donc, là encore, autre esprit caustique. Et puis, dans ce cénacle participent aussi d'autres personnalités, dont Maurice Chappé, là encore, polytechnicien, euh, qui rentre à l'école des mines, qui sort sans diplôme et qui est un peu rupture de banc parce qu'il s'engage dans la garde nationale au moment de la guerre 70 et puis il démissionne au moment de la commune. Donc c'est quelqu'un qui était, comment dire, un peu marginal, peut-être un peu un art sur les bords. Donc ça encore, ce n'était pas pour déplaire à Marcoux. Et enfin le dernier, donc Jousseau, qui lui n'était pas polytechnicien, c'est un médecin, il a fait ses études de médecine à Paris, mais même chose, il a bifurqué, il n'a pas exercé la médecine et s'est lancé dans l'étude des mollusques. Donc voilà, c'est tous des gens un peu en marge des parcours classiques et on comprend que Marcoux appréciait des discussions une fois par semaine avec ces personnes qui devaient échanger et fustigeait évidemment les puissants du moment. Parallèlement, d'ailleurs, Marcoux, c'est ce que nous dit encore Jourdi,
faisait des sorties dans Paris, où il a visité toutes les collections, les musées, les bibliothèques, etc. Et en comparant avec la connaissance des mêmes institutions à l'étranger, en Angleterre, en Amérique, en Suisse, il trouvait que ce n'était pas du tout à l'honneur de la France. Ce qui explique la suite des événements. Car à cette époque-là, c'est l'époque où le ministre de l'Instruction publique décide de faire une espèce d'audit de la science en France. C'est Victor Duruy, là encore, son biographe dit que c'était à peu près le seul ministre libéral de ce gouvernement qui était d'un excessif autoritarisme. Enfin, toujours est-il que Duruy va demander à Marcoux de lui rédiger un rapport sur l'état de la science en France. Alors Marcoux va accepter parce que je pense que ces discussions qu'il a eues avec les autres, ces visites qu'il a faites, l'ont convaincu que sa France natale n'est plus au niveau des autres pays. Donc il accepte et diapo suivante. Voilà, alors, il a le projet d'écrire un rapport, mais il connaît bien, enfin, il se doute du sort qui va être réservé à son rapport, vu l'accueil qui avait été réservé à ses lettres sur le Jura. Il dit ça va finir au fond d'un tiroir ministériel, plus personne n'entendra jamais parler. Donc, il décide de le publier et d'appeler le public à témoin. On a dit ce matin qu'il avait la fortune à faire imprimer cet ouvrage. Ça ne lui coûte pas de. Enfin, c'était pas coûteux pour lui. Donc, il fait le projet d'écrire un ouvrage. Donc, il compte un ouvrage qui fera, dans son projet, 500-600 pages, qui divise en 5 fascicules. Voilà la liste, du moins le plan initial, avec les dates de parution qu'il envisage. Donc, premier fascicule, le corps impérial des mines, la carte géologique de France. Deuxième fascicule, l'Académie des sciences. Troisième fascicule, le Muséum, histoire naturelle. Et après, quatrième fascicule, la Sorbonne, Collège de France, l'Observatoire, les écoles supérieures d'enseignement et les facultés des sciences en province. Et puis enfin, dans le dernier fascicule, les sociétés savantes, etc. Il étend à l'ensemble de la France. Le ministère de l'Instruction publique, etc. Et vous voyez qu'il envisageait de publier le premier fascicule le 1er février et le dernier le 31 décembre. Malheureusement, sur ces entrefaites, éclate la guerre de 70. Et donc ne sont sortis que les 3 premiers fascicules. Sous un titre, alors ça fait plus que 200 et quelques pages, presque 300 pages. Voilà, donc j'ai mis la couverture, donc de la science en France. Donc en fait, vous avez les 3 premiers fascicules qui sont mentionnés. Et là, il annonce l'apparition du contenu des autres fascicules. Contenu qui ne paraîtra jamais. Alors, si on regarde l'ordre dans lequel il aborde les grands organismes, ce n'est pas tout à fait un hasard. Il commence par le corps des mines, l'école des mines, l'Académie des sciences, le muséum. Alors, corps des mines, école des mines, l'Académie des sciences, ben, ils ont un dénominateur commun que Marcoux a dans son collimateur, c'est Léon Célie de Beaumont. Alors, en effet, diapo suivante. Ben non, c'est pas encore. C'était celle-là. Bon, peu importe. Voilà, Léon Célie de Beaumont. Alors, pourquoi Léon Célie de Beaumont, ingénieur des mines, professeur à l'école des mines, directeur du service de la carte, donc il est déjà visé par les 2 premiers, membre de l'Académie des sciences et qui plus est secrétaire perpétuel. Donc, il a un certain nombre de choses à dire sur Élie de Beaumont à travers l'étude de chacune de ces institutions. Et puis après, donc, la carte, il part aussi du muséum. Là encore, c'est quelque chose qu'il connaît, puisqu'il a été, on l'a dit, voyageur naturaliste. Voilà, alors diapo d'avant, puisque. Voilà, alors ça, c'est vraiment le début du premier fascicule, qui devient le premier chapitre, et ça, c'est le deuxième fascicule. Donc, premier chapitre, corps des mines, carte géologique, etc. Deuxième fascicule, Académie des sciences. Alors, je vais partir d'ailleurs de ce qu'il dit dans le deuxième volume, Élie de Beaumont. Élie de Beaumont, il l'a dans son collimateur, alors que tout avait bien commencé. Il faut savoir, il faut remonter dans le temps, bien avant d'ailleurs, les premières publications de Marcoux. En 1829-1830,
Élie de Beaumont s'était illustré par la publication d'un mémoire sur la chronologie des soulèvements qui ont affecté le sol de l'Europe. Élie de Beaumont défend l'idée que les soulèvements sont toujours rectilignes et qu'il n'y a jamais eu deux époques de soulèvement où les soulèvements avaient la même direction. Donc chaque direction est caractéristique d'une époque de soulèvement. Maintenant, comment dater le soulèvement? Ce n'est pas compliqué, d'ailleurs, ça a été rappelé ce matin. Lui imagine que le magma, enfin, la roche primitive pâteuse perce à travers la couverture sédimentaire, comme un bouton qui rentrerait dans une boutonnière. Et donc, ça retrousse à son contact les terrains sédimentaires. Et après la surrection, on dirait aujourd'hui après l'orogenèse, les terrains qui vont venir se développer seront en discordance. Donc, par les discordances angulaires, on peut dater les périodes de soulèvement. Il suffit de dater les terrains. Le dernier terrain redressé, le premier dessin, terrain horizontal. Donc, il imagine non seulement qu'il y a une succession, mais qu'on peut diviser l'histoire de la Terre en se basant uniquement sur les périodes de soulèvement. Alors, à titre d'exemple, il va donner, voilà, montre que les Alpes sont le résultat de deux soulèvements rectilignes, le soulèvement des Alpes occidentales et le soulèvement principal, qui se sont formés à deux époques différentes, qui se croisent merveilleusement au niveau du Mont Blanc. Donc, le Mont Blanc ayant encaissé le soulèvement, qui est plus haut forcément. Mais tout ce qui est parallèle à chacun des axes est pour lui de même époque. Alors, dans son mémoire, il trouve 4 époques de soulèvement en Europe. Donc, il peut diviser l'histoire du sous-sol en 4 époques. Et puis, au fur et à mesure de ses recherches, le nombre ne va cesser d'augmenter. Non, alors, en arrière, on n'est pas encore. Alors, tout le monde est séduit, a commencé d'ailleurs en 1830 par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Arago, qui dit Cicéron raconte que deux augures ne pouvaient pas se croiser sans éclater de rire. Il dit les géologues, c'était la même chose jusqu'à maintenant. Mais grâce aux travaux de M. Élie de Beaumont, enfin, la géologie a pris sa place dans les sciences exactes. Parce qu'effectivement, tout est mesure d'angle. Je mesure des angles de direction, des angles de pendage. Donc ça, c'est du sérieux. C'est du quantifiable, du mesurable. Voilà. Alors, tout le monde adhère, y compris Jules Marcoux. Quand il étudie le Jura, Jules Marcoux, sur la foi d'Élie de Beaumont, pense que le Crétacé est discordant sur le Jurassique. Plus tard, Laurie démontrera que c'est faux, mais lui, il soutiendra mordicus cette idée qui lui est venue d'Élie de Beaumont. Plus tard, dans les années, enfin 1855 plutôt, il va faire paraître dans les Annales des mines un texte dans lequel il annonce avoir, en appliquant les principes d'Élie de Beaumont, avoir découvert 11 systèmes de soulèvement en Amérique. Et plus tard encore, dans les lettres sur le Jura, il va rendre hommage à Élie de Beaumont. Déjà, dans son introduction, il dit que tous les grands savants ont fait l'essentiel de leur découverte quand ils étaient jeunes. Alors, il parle de Cuvier, 30 ans, enfin, il cite un certain nombre. Et dans le lot, il range Élie de Beaumont, qui avait 30 ans quand il avait proposé ça. Euh, voilà. Donc, il est assez admiratif. Jusqu'à tout ça, c'était très bien. Les choses n'auraient pas changé. Car en fait, le principe d'Élie de Beaumont est tout à fait défendable. Dater les différentes périodes de l'histoire de la Terre en se basant non pas sur des coupures paléontologiques, mais sur des coupures tectoniques, c'est tout à fait défendable. La preuve, d'ailleurs, c'est que si vous prenez la colonne de droite de l'échelle stratigraphique actuelle, vous avez les orogénèses et les phases orogéniques. On peut très bien. Seulement, les choses se sont gâtées parce que est arrivé là-dessus le réseau pentagonal. Voilà. Élie de Beaumont est persuadé que non seulement chaque direction caractérise un et un seul soulèvement, mais que ces directions de soulèvement se distribuent à la surface du globe en respectant une loi de distribution. Alors, il fait des raisonnements, ce n'est pas le sujet ici, assez compliqué. Et à partir de là, il dit, mais quel réseau, comment peut-on diviser régulièrement la surface d'une sphère? Il dit, il n'y a qu'une figure qui peut le faire dans tous les sens, c'est le triangle équilatéral. Sauf que, comme on est sur une sphère, on n'est pas sur un plan, les sommets du triangle équilatéral ne font plus 60 degrés, ils font plus.
Dans ce cas-là, sur un plan, ils font 60 degrés, on les assemble 3 par 3. Là, on peut les assembler sur une sphère 4 par 4 ou 5 par 5. Donc, il fait des observations. Donc, sur la Terre, ça doit être 5 par 5. Et si vous assemblez des triangles équilatéraux 5 par 5, les côtés opposés au sommet assemblé dessinent un pentagone. Et c'est de là qu'est née sa théorie du réseau pentagonal. Donc, il divise la surface de la Terre en 12 pentagones, c'est le dodécaèdre pentagonal. Et après, il prolonge tous les grands cercles par lesquels passent les côtés de ces pentagones, plus les triangles faisant ces pentagones. Et il arrive à enserrer le globe terrestre dans un réseau extrêmement dense, mais sur lequel on arrive à retrouver, grâce aux couleurs, les grands pentagones. Alors c'est là que Marco ne suit plus. C'est ce que d'ailleurs Hélène Berger a appelé le réseau pentagonal, une hallucination mathématique. Seulement en France, tout le monde se tait. Parce qu'il est de Beaumont, il est puissant, il fait et il défait les carrières. Mais Marco, lui, il est libre de sa parole. Et alors, dans le volume, justement, sur l'Académie des sciences, il a une tirade, alors que je ne sais pas si je vais pouvoir la lire, parce que problème dur, enfin bon, en substance. Il se plaint d'abord sur l'Académie des sciences que les classes distinguées en sciences ne correspondent plus à l'état de la science. Il y a une classe de minéralogie dans laquelle on met un peu, c'est un fourre-tout. On met des minéralogistes, on met des chimistes, et puis, bon, le cas échéant, des paléontologues et des géologues. Et il dit, bon, ça, il faudrait redistribuer ça. Mais il dit, par rapport à la géologie, il dit, au fond, c'est normal que l'Académie des sciences se méfie de la géologie en présence du seul géologue dont elle dispose et qui, tous les 15 jours, parce qu'il était secrétaire perpétuel, lui rabâche que l'ancienneté de l'homme, ça n'existe pas, que les glaciations, ça n'existe pas, et qu'avec une table de logarithmes, on peut refaire toute l'histoire de la Terre. Fermez le bon. Donc, c'est une première tirade contre Élie de Beaumont et son réseau pentagonal. Dans le volume consacré à la carte géologique et au service des mines, il y revient. Sur le service des mines, il dit c'est pas normal qu'un service comme celui-là soit entièrement entre les mains d'un et d'un seul homme qui n'est habité que par des visions théoriques. Dans le volume sur la carte géologique, même chose. Alors, il part de constat qu'au moment de l'exposition universelle de 1868, on avait voulu, à défaut d'avoir une couverture complète de la France à une échelle régionale, on avait assemblé ce qui existait, c'est-à-dire des cartes départementales avec une couverture très partielle du sol. Il n'existait que la grande carte jusqu'à ce moment. Il dit que c'est complètement disparate, les échelles ne sont pas les mêmes, les divisions stratigraphiques ne sont pas les mêmes. Il faut unifier tout ça. Le service des mines en a eu conscience, et c'est à cette époque-là que Napoléon III, donc 1868, va créer le service de la carte géologique chargé de faire un levé au 80 millième de tout le territoire français, donc pendant la carte d'état-major. Il a fait ça en octobre 68, et à qui il confie le service des mines? Eh bien, à Élie de Beaumont. Et là, là-dessus encore, Marcous s'insurge en disant, voilà, on va remettre entre les mains, encore une fois, de quelqu'un qui a des visions théoriques qui sont les siennes, un relevé de terrain, quand même, qui doit être minutieux et fait par des gens qui connaissent le terrain. Et il dit d'ailleurs, le rapport indique que le levé de la carte sera fait en 10 ans. Il dit, là, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il dit, c'est même pas en 30, même pas en 40, mais il faut au moins 50 ans pour faire ce relevé à la vitesse où travaillent les ingénieurs des mines, à supposer qu'ils soient tous impliqués dans le projet. Donc, il est très pessimiste quant au relevé, enfin, quant à l'aboutissement de la carte. Donc, il a critiqué l'Académie des sciences, à travers Élie de Beaumont, le service de la carte, à travers Élie de Beaumont, le service des mines, à travers Élie de Beaumont. Il lui reste, alors dans le volume suivant, ça c'était pour les 2 premiers volumes, dans le fascicule suivant, à traiter du muséum. Alors le muséum, il la traite sous 2 angles. Sous l'angle d'abord de, on est bien la chaire de paléontologie. Parce que la chaire de paléontologie a été créée, malgré la résistance des professeurs du muséum, pour, et attribuée à d'Orbigny. Alors là encore, on trouve, comment dire, cette affection que Marco porte pour d'Orbigny, parce qu'il dit c'était le meilleur choix qu'on pouvait faire, le choix était parfait, donc il ne revient pas dessus. Mais les choses se corsent au moment de la succession de d'Orbigny.
qui meurt en 57. Il faut trouver un successeur. Le muséum, les professeurs du muséum, c'est eux qui normalement doivent élire le successeur, choisissent Darchiac. Mais Darchiac ne plaît pas au gouvernement, parce que Darchiac, bon, c'est un passé de militaire, il avait démissionné en 1830, il s'était reconverti en quelque sorte à la géologie, donc il n'avait pas les faveurs du gouvernement. Et le gouvernement veut faire pièce à cette candidature, et Marco nous raconte qu'il fait une boulette énorme, le gouvernement. Il va proposer le poste à qui? Ben, à Gassi. Et donc il reproduit la lettre que le ministre d'État envoie à Gassis en disant, vous qui êtes français, vous avez fait des travaux qui honorent notre pays, donc on serait très content si vous acceptiez le poste. Alors, j'imagine, Agassiz répond poliment que ben non, très honoré. Et puis, juste à la fin, il dit, juste un petit détail, je ne suis pas français. Bien que ma famille soit d'origine française, depuis des siècles, on est en Suisse. Je suis moi-même en Amérique, mais je reste fermement, définitivement suisse. Alors, j'imagine qu'Agassi a dû échanger là-dessus avec Marcou. Ils ont bien dû rigoler devant cette bévue, devant l'ignorance, en fait, du pouvoir politique. Alors, en fait, Darchiac va succéder, parce que le gouvernement, personne d'autre a proposé. Et là encore, Darchiac va s'en donner à cœur joie, parce que autant il approuvait la nomination de Dorbini, autant là, il éprouve un certain nombre de réserves. Donc, il rappelle le passé militaire de Darchiac, en disant que c'est un ancien hussard. Alors, il conclut en disant on avait besoin d'un paléontologue, on a eu un hussard. Et je pense qu'il n'était pas le seul à raisonner de cette façon, car dans la biographie de Constant Prévost par Jules Gosselet, on a une réflexion à peu près de la même encre, disant Darchiac avait conservé de son ancien métier de soldat l'habitude de sabrer l'œuvre de ses devanciers. Donc en fait, à cette époque-là, Marcou dit tout ce que beaucoup pensent tout bas. Alors, autre aspect qui fait que du muséum, qui fait que Marcou s'y intéresse, c'est, et il en parle, ce sont les naturalistes voyageurs. Lui-même ayant été naturaliste voyageur, il connaît le statut. Alors, il a des mots quand même assez durs. Il dit que c'était quelque chose de très intéressant parce qu'on payait des naturalistes pour voyager dans le monde et puis envoyer des caisses d'échantillons, de roches, de végétaux, de plantes, d'animaux qu'ils avaient pu trouver. Il dit, mais il y a une condition à laquelle ils doivent surseoir, c'est surtout ne jamais faire d'ombrage aux professeurs du muséum. Parce que les professeurs du muséum, eux, ils n'ont jamais voyagé, ils ne connaissent rien à ce dont ils parlent. Donc, il ne faut pas que quelqu'un montre qu'il en sache, et de rang inférieur, montre qu'il en sache plus que lui. Et puis, il raconte d'ailleurs aussi une anecdote. Il avait, quand il était en Amérique, envoyé un certain nombre d'échantillons au muséum. Et lors d'un de ses séjours ultérieurs à Paris, il est allé au muséum en disant, tiens, je vais voir ce que c'est devenu. Il avait envoyé notamment un grand cactus. Alors, on cherche. Ah, ben oui, si, il est dans la serre tropicale. Alors, serre, il y va, il regarde, et l'étiquette, c'est marqué don de M. Marcon. Alors, il dit, ben non, je ne m'appelle pas Marcon, je m'appelle Marcou. Il faudrait rectifier. Il fait rectifier. Quand 2 ans après, il revient, on a remis Marcon, en l'expliquant que ça fait plus couleur locale que Marcou. Et c'est pour les visiteurs, c'est quand même mieux. Bon. Il explique aussi que bon, il est allé assister à un cours par un professeur qu'il ne nomme pas, en compagnie de Domalius, un cours au muséum. Alors, il explique qu'il n'y avait que 2 vieilles personnes au premier rang, lui qui parlait d'un sujet qui n'avait rien à voir avec ce qui était annoncé, et qu'il y avait des soldats qui rentraient et qui sortaient dans le dernier rang. Donc voilà, l'image qu'il déplore, l'image du muséum d'histoire naturelle. Voilà, donc après la sortie donc, du 3e fascicule, Marco repart en Amérique. Alors là, il y a sur la date, ce n'est pas tout à fait certain. Durand Delga dit que c'est 75, mais ce n'est pas possible, parce qu'il est allé au moins pour la mort de Agassiz, qui était 73. Et la 2e édition de la carte géologique du monde est signée de Marcoux, mais Cambridge 74. Donc il était déjà en Amérique. Cela étant, cette 2e édition est quand même intéressante, bien que n'ayant pas paru sur le sol français, enfin, ayant paru entre autres, mais pas seulement sur le sol français. Diapo suivante, c'est la première page que nous avons vue tout à l'heure, d'ailleurs, avec tous les titres
de Marcoux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de l'histoire des sciences, Marcoux, dans l'introduction, refait un rapide historique de l'évolution de la géologie dans les différents points du monde, en particulier l'école française. Et là, il a l'occasion, à nouveau, de déchaîner sa verve incisive contre Élie de Beaumont. Alors, en effet, diapo suivante. Bon, il refait tout ce qui s'est passé dans les différentes écoles. Il compare l'école française, enfin, l'école anglaise, américaine, allemande, suisse et l'école française. Et il dit, ben alors là, l'école française, on a touché le fond avec l'école française. Et il explique que, à l'occasion de l'exposition de 1868, on avait fait un certain nombre de rapports à l'empereur sur l'état de la science. Et il dit, on est le culot de faire paraître aux frais de l'État un énorme volume qui s'appelle Résumé des progrès de la stratigraphie, dans lequel il n'y a pas une seule ligne de stratigraphie. Pourquoi? Parce que le volume a été écrit par Élie de Beaumont et c'est un monument à la gloire du réseau pentagonal. Et il dit là, certains ont adopté un silence prudent. Moi, je dis que c'est un silence coupable et il fait exprès de mettre les pieds dans le plat. Il saisit cette occasion. Voilà. Alors, Élie de Beaumont est mort en 74. Donc, je n'ai pas regardé la date à laquelle il écrit ça. Peut-être qu'il a attendu la mort d'Élie de Beaumont. C'est 74, mais je ne sais pas quel mois qu'il a écrit ça, pour se lâcher définitivement. Alors après, diapo suivante. Il va faire paraître une petite plaquette sur les géologues du Jura, mais c'est des petites anecdotes. Il ne s'en prend pas vraiment de grands personnages. Et ce qui est intéressant, c'est le dernier texte, 1897, donc un an avant sa mort. C'est le texte par lequel j'ai commencé, et donc c'est le texte dans lequel je finis, sur les équations nationales et personnelles dans les classifications stratigraphiques. Et c'est un peu, non pas un testament, mais une synthèse de tout ce qu'il a pu vivre, voir. Donc, il décrit les différents types de classifications. Alors, pour ce qui est de ses compatriotes, il cite Brognard, qu'il admire beaucoup. Il dit Brognard a fait un travail remarquable quand il a fait en 1830 son tableau des terrains. Bon, malheureusement, ce qu'il a desservi, c'est qu'il a pris des nomenclatures purement tirées du grec. Alors ça, c'est des noms à coucher dehors. Mais il explique que pour ce qui est du tertiaire, Brognard est inégalable. Dans la bouche de Marcoux, enfin sous la plume de Marcoux, c'est quand même très élogieux. Il parle aussi de Dorbigny, en disant que sa classification est excellente pour tout ce qui est jurassique et même à la limite crétacé. Mais alors, dès qu'il s'aventure dans le tertiaire et pire encore dans le paléozoïque, Dorbigny n'a rien compris. C'est vrai que quand on regarde sa classification, le paléozoïque prend une place extrêmement réduite. Il parle alors évidemment des cartes géologiques internationales, des cartes géologiques du monde, pardon, des classifications internationales, et il termine sur Munier-Chalmas et Delaparent, qui avait essayé, devant l'échec d'établir une échelle stratigraphique internationale, essayer de publier quand même quelque chose. Alors, il rend hommage à ce travail, mais il dit, il rêve, parce que Munier-Chalmas et Delaparent disaient, ben, il faut que tous les services géologiques de tous les pays s'entendent. Elle a dit, bon, ça, vous pouvez toujours essayer, vous n'y arriverez pas. Mais il dit, en revanche, ce rapport contient de très bonnes idées, comme le fait de ne jamais soumettre une appellation stratigraphique à un vote. Et qu'est-ce que vous voulez voter pour Il y a des gens là-dedans qui ne connaissent même pas la région où ça se trouve. Quel avis peuvent-ils donner? C'est des gens complètement qui ont des histoires différentes. Et il termine d'ailleurs, et je ne sais pas si c'est volontaire, enfin, le paragraphe consacré à Mullier-Chalmas et Delaparent, disant oui, et puis ils ont aussi une bonne idée, c'est de bien faire attention aux désinences qu'on met dans les mots stratifs. Notamment, il dit ça nous éviterait de faire ce qu'on fait, de créer un terrain néocomique pour néocomien. Il a des désinence en i qu'il faudrait peut-être un peu l'abandonner. Voilà, donc ça résume très rapidement notre parcours dans ses rapports avec ses compatriotes. Ce qui est intéressant, c'est que on constate dans les combats qu'il a eus que finalement, les choses n'ont pas aussi fondamentalement changé aujourd'hui. Il a lutté contre l'esprit de corps, contre la bureaucratie administrative, contre l'ego de certains personnages. Ça, c'est toujours valable.
Il y a toujours une autre constante chez lui, qui commence d'ailleurs dès son premier mémoire, c'est le souci de faire une classification stratigraphique qui colle à la réalité. Et quand il y a besoin de redécouper, ben on redécoupe. D'où la difficulté qu'il y a à trouver maintenant des corrélations à l'échelle du monde. Voilà, donc ça, c'est quand même aussi une grande constante qu'on retrouve chez lui. Bon, son tempérament, mais qui finalement est assez sympathique. Et d'ailleurs, il le dit dans l'introduction des lettres sur le Jura. Il dit oui, mais on m'a reproché mon ton un peu décousu, débridé, etc. Bon, d'abord, là-dedans, je publie des lettres. Donc les lettres, ce n'est pas le ton de l'ouvrage. Et puis, la science peut gagner parce qu'elle découvre comme ça des petits côtés qui ne seraient jamais apparus sinon. Alors, c'est vrai qu'avec des personnages atypiques, c'est des fenêtres qui s'ouvrent comme ça sur le passé. Parce que quand on fait l'histoire des sciences, ben, qu'est-ce qu'on fait? On étudie des nécrologies et autres. Alors, c'est toujours merveilleux dans les nécrologies. Celui qui part, il avait tout compris. Là, ça donne contrepartie. Et on ne peut pas m'empêcher de penser à ce que disait François Hénin Berger dans une de ses adresses présidentielles. Il disait l'histoire de la géologie, comme l'histoire des sciences, c'est autre chose qu'un passe-temps récréatif. C'est un miroir qui nous renvoie notre propre image. Voilà, et ben, avec Marcoux, on en a un exemple que le monde de son temps n'était pas si différent que ça, et les défauts existaient déjà à son époque. Voilà. Euh, Juste avant de terminer, je voudrais remercier Solène Le Gardien parce que c'est grâce à elle que j'ai pu avoir une copie de la première page de l'exemplaire des Roches du Jura, vous savez ici, ainsi que de la biographie de Jourdi, parce que c'est une biographie qui passe sous tous les radars. Personne la remarque, et qui est introuvable parce qu'elle n'est pas dans les bulletins de la Société géologique, mais dans les rapports, les comptes rendus des séances du bulletin géologique. Et puis, c'est une adresse présidentielle, ce n'est pas marqué biographie de Jules Marcou. Voilà. Et donc, c'est permis comme ça de combler certains trous et d'avoir certaines informations qu'on ne peut pas avoir autrement. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, s'il y a quelques questions, Daniel? Merci. Alors, j'ai une question et une ouverture, j'en sais rien. Enfin, j'ai deux questions. Jourdi, la biographie, la biographie, l'adresse présidentielle de Jourdi, on peut la trouver ici? Tu l'as trouvée Alors, comment? ben, elle est dans les bulletins, mais Elle on est... peut. Solène, voilà, elle est dans ce carré. D'accord, bah, je vais demander à Solène de le scanner. D'accord, ok. Absolument. Je vais la reparcourir aussi parce qu'il faut absolument que je le croise. Merci parce que je ne la connaissais pas. Hein. Non, c'est intéressant. Je suis dans le livre, Hmm. et je peux en prendre plus. Il y a une liste complète de tout le monde. D'accord. Alors, le Jourdi, vous le connaissez, le Jourdi, un peu. Vous savez pas s'il était de Dole ou de la région? D'accord, parce qu'il y a un Jourdi à Dole et on est en train de supposer que Pasteur est né dans sa maison et non pas dans la maison natale, parce que c'était la maison qui accueillait la famille Pasteur à ses débuts. Et il s'appelle Jourdi. Donc, donc, il faut que je cherche là, il faut que je cherche dans la famille Jourdi. On connaît bien des descendants Jourdi, toujours à Dole. À Salins, ou à Dole. Oui, oui, mais c'est en ça qu'il est intéressant. Je vais le reprendre. Et, et- et deuxième question. Non, non, oui, il y a des trucs qu'il n'a pas vu. La deuxième question, c'est, vous savez peut-être, tu sais peut-être que Pasteur a écrit aussi, lui, une sorte de pamphlet, enfin un bulletin, un passage contre la science en France à partir de 1870, quand il écrit son texte, pourquoi la France n'a pas réussi à battre l'Allemagne, parce qu'elle n'a pas trouvé d'homme supérieur, et pourquoi il n'a pas trouvé, parce que la science est mal foutue. Alors c'est plus qu'il prend le relais, c'est là où je veux en venir, c'est que Pasteur publie un premier texte dans un journal dont je ne me souviens pas le nom, en 1867. Or, en 1867, Pasteur fait obtenir la Légion d'honneur à Marcoux.
Marcou est en France, ils échangent beaucoup, ils se voient souvent, et je suis simplement en train de me dire que c'est un texte à quatre mains ou que Pasteur a plagié Marcou, je ne sais pas quoi, mais il va falloir regarder les deux textes. Le premier texte de Pasteur de 1867 et, et oui, on a les deux, donc il faut qu'on compare les deux parce que c'est deux potes qui en même temps disent la même chose et ils sont là en même temps à Paris. De Pasteur, c'est par Pasteur. Comment Duruy a-t-il confié la mission à Marcou? Je pense qu'il avait dû la confier à Pasteur. Et que Pasteur a dit, écoutez, j'ai pas le temps, mais je connais quelqu'un qui est très bien, qui peut vous faire ça. Je caricature, mais c'est peut-être qu'il a refilé le bébé à Marcou, parce que, cela étant, bon, aujourd'hui dit que Duruy était un ministre libéral, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément attaché à l'autoritarisme extrême, et que s'il voulait un état des lieux, un audit réel, et pas lèche-botte, il fallait qu'il fasse appel à quelqu'un du genre de Marcou. Et Pasteur connaissait très bien Duruy parce qu'il se connaissait depuis Voilà, donc 15 ans quand il était à Lille, quoi. c'est une espèce de triumvirat Oui, absolument. C'est comme Jules Verne, Pasteur, pardon, Élisée Reclus et Marcoux. Là, on a un autre trio, ben, c'est Pasteur, Marcoux, Duruy. y aller. Il y en a un qui a, bon, il s'est engagé, alors c'était après, bon, au moment du départ de Marcou, mais il s'est engagé au moment de la guerre de 70, et il a démissionné au moment de la Commune. Il a été décrété proscrit, ou je sais pas quoi. Enfin bon, donc ça fait penser, alors à ce moment-là, à Courbet. Hmm. C'est un peu la même. Donc Marcou était ouvert à toutes ces mouvances-là. Ça devait l'amuser beaucoup de ruer dans les brancards et de faire feu de tout ce qui pouvait contester l'autorité. Une autre question? Si. Oui. Lila? Oui. Voilà une question de Sylvia Figueroa en ligne. Merci Philippe pour votre présentation. Vous croyez que la position critique de Marcoux vers la science française a été influencée par son contact avec une communauté scientifique plus jeune, comme la communauté américaine par exemple? Euh, alors, ce qu'il dit hein, dans les lettres du Jura, parce qu'il a été dit un peu ce matin, c'est que il dit de toute façon, je m'exprime sans phare. Et c'est là, il dit je suis un trappeur des plaines, etc. Donc, il ne faut pas me changer. Alors, je pense que par inclination de caractère, il devait déjà être comme ça, et que le contact avec, comme dit Jourdi, la pensée de la libre Amérique, ça a encore exacerbé cette tendance chez lui. Alors, je ne sais pas si c'est forcément plus jeune ou pas, mais en tout cas, il était contre l'establishment, comme on dirait aujourd'hui.